Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. C'est toujours un privilège de vous livrer les informations. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, cordial bienvenue à notre session d'information dont voici les principales articulations. La ville morte organisée par la société civile à Goma pour obtenir la levée de l'état de siège s'est transformée ce lundi 26 septembre en une situation de tension dans de nombreux coins de cette ville volcanique du Nord Kivu. La présidente du Forum des femmes pour la bonne gouvernance et le développement, FFBGD, Rita Chitoko Pembe, recommande à l'Assemblée nationale de traiter sans délai la question de la recrudescence du phénomène Kuluna pour éviter le pire. Elle l'a dit ce lundi 26 septembre. Commençons par cette brève de Goma où, suite à l'appel de la société civile pour observer 2 journées ville morte afin d'élever l'état de siège ce lundi 26 septembre, les activités économiques ont été paralysées tôt le matin. La journée ville morte s'est muée en une manifestation qui a créé une vive tension dans plusieurs coins de la ville de Goma. Parlons Kuluna, ce vulgaire hors-la-loi de la société congolaise qui se munissent d'armes blanches, généralement des machettes, qui opèrent dans certains quartiers de la RDC en général et de Kinshasa en particulier et qui rançonnent leurs victimes la nuit, tôt le matin, voire en pleine journée. Pourtant, les autorités semblent désarmées et sans inspiration devant la recrudescence du banditisme urbain généré par ces Kuluna. Mais que savoir sur la nature, l'origine, etc. du phénomène Kuluna? Tentative de réponse avec cette réflexion de Bernadette Kamango. Kuluna est un mot portugais qui signifie colonne. Ce terme a été utilisé en Angola pendant la période de la guerre civile au cours de laquelle les forces gouvernementales se battaient contre les forces rebelles de l'UNITA entre 1976 et 2002. Pendant cette période, le gouvernement central de Luanda, pour ravitailler les provinces en vivres, en nourriture, en médicaments et autres nécessités, formait des colonnes de gros véhicules de gros tonnage composés de 10, 20 ou 30 camions. Ceux-ci étaient escortés par 3 jeeps ou camions transporteurs de troupes qui se plaçaient à l'avant-plan, au milieu et derrière le convoi aux fins de sécuriser les marchandises ou même les voyageurs qui faisaient partie de la colonne en cas d'une attaque de l'UNITA en brousse. Le rôle de Kuluna était donc de sécuriser les biens et personnes pendant ces expéditions organisées par Luanda en faveur des populations des provinces. Il n'y avait donc rien d'illégal et de contre-productif. Malheureusement, aujourd'hui à Kinshasa, ceux qui pratiquent le Kuluna font tout le contraire du rôle originel de ce fait de société. Actuellement, les jeunes qui le pratiquent utilisent des machettes, des couteaux pour s'attaquer aux paisibles citoyens aux fins de les déposséder, les blesser ou les tuer. Ces derniers le font à l'occasion de rien et pour aucun objectif sérieux. C'est ici la différence. Le mot Kuluna s'est introduit dans le langage des Congolais à travers les contacts permanents qui se sont établis entre la RDC et l'Angola ces 20 dernières années. Quant à l'utilisation des machettes, cette tradition serait importée de peuples de provinces proches de la capitale où les habitants ont coutume de se battre avec des couteaux, instruments ou armes blanches. L'inoccupation des jeunes, le chômage, serait à la base de ce phénomène aujourd'hui. On parle encore du phénomène Kuluna dont la recrudescence dans la mégalopole congolaise a fait réagir la présidente du Forum des femmes pour la bonne gouvernance et le développement FFBGD, Rita Chitoko Pembe. Pour elle, l'Assemblée nationale doit traiter au plus vite cette question pour éviter le pire, interpellant autorités civiles et policières, tant nationales que provinciales, de même que la société civile qui, à son analyse, doit mettre en place le comité local de sécurité. Elle l'a dit au téléphone de Bernadette Kamango. Nous venons encore tout de suite là recevoir la plainte d'un jeune frère, Arsène Kamango, qui a été harcelé hier, menacé par le Kuluna, et n'a vu qu'être sauvé parce qu'il a cédé son téléphone
contre sa vie parce qu'il voulait le taper le coup de machette sur la tête. Donc on aurait enregistré un cas de mort aujourd'hui. Pas plus tard que hier, cette semaine qui vient de s'écouler, nous avons vu même un policier qui a été menacé en pleine journée au su de tout le monde. Nous ici, le Forum de femmes, nous interpellons nos députés, l'Assemblée nationale, à prendre ses responsabilités parce que cet aspect sécuritaire est en train de prendre de l'ampleur et nous n'avons pas besoin d'enregistrer de cas de mort et de blessés graves. Encore une fois, au niveau de l'Assemblée nationale, qu'on invite le ministre, le VPM, le vice-premier ministre de l'Intérieur par rapport à cette question du phénomène Kuluna, qu'ils viennent quand même expliquer aux élus du peuple et à toute la nation. Je voudrais que ce soit en direct, qu'ils nous expliquent comment cette situation, jusqu'aujourd'hui, on n'arrive pas à l'éradiquer ou à la maîtriser. Et au niveau de l'Assemblée provinciale, que nos députés provinciaux interpellent également le gouverneur de la ville et les commissaires de la police de la ville de Kinshasa par rapport à cette question. Nous voulons quand même qu'on règle cette situation. Au niveau de la société civile, nous avons en matière de la gouvernance sécuritaire recommandé qu'on mette sur pied les comités locaux de sécurité, le CLC. Mais de cette approche, il faudrait quand même qu'on ait une rencontre avec ces autorités pour leur montrer la faisabilité. Nous devons avoir un cadre de collaboration où on définit les mécanismes, l'approche de comment avoir les informations, qu'est-ce qu'il faut préconiser, comment mettre le système d'alerte, comment remonter les informations et comment aussi mettre la main sur ces réseaux. Et en plus, il faut d'abord maîtriser leurs chefs de bande et leurs alliés. Coopération Union Européenne-RDC, c'est ce lundi 26 septembre que s'est tenue la première rencontre du comité de pilotage du deuxième programme d'appui à la réforme de la justice PARJ2 dans la salle de conférence de l'hôtel de gouvernement, programme financé par l'Union Européenne. La ministre de la Justice de la RDC, l'ambassadeur de l'Union Européenne et les représentants des provinces de l'Ituri, de Bandaka, du Kasaï de Kinshasa ont été présents à cette séance de travail. Reportage. La première réunion de travail du comité de pilotage entre la RDC et l'Union européenne en RDC à travers sa planification du deuxième programme d'appui à la réforme de la justice PARJ2 s'est tenue ce lundi 26 septembre en présence du ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Rose Mutombo Kiese, le ministre des Droits humains ainsi que l'ambassadeur de l'Union européenne en RDC, Jean-Marc Châtaignier. Dans son speech, l'ambassadeur de l'Union européenne en RDC a rappelé que le PARJ2 est un lourd investissement de l'Union européenne en RDC et a énuméré par la même occasion quelques réalisations concrètes de l'UE en RDC. L'historique de notre coopération, je crois, a été, Madame la Ministre, marqué par des exemples de succès. Je veux voir à travers ces succès notamment l'adoption d'une politique sectorielle, la PNRJ, pilotée par un groupe thématique, la remise en activité du camp de détention de Luzumu. La ministre de la Justice, Rose Mutombo, par contre, loue cette coopération du gouvernement congolais avec l'Union européenne en RDC, mais rappelle qu'il existe encore quelques défis à relever dans ce domaine de l'impunité. Point n'est besoin de rappeler que la lutte contre l'impunité constitue un impératif de l'état de droit. Cependant, plusieurs défis restent encore à relever dans ces domaines. Il s'agit notamment de l'insuffisance des magistrats et des infrastructures judiciaires, ainsi que la surpopulation carcérale dans les établissements pénitentiaires. Cette réunion a été organisée pour coordonner les actions dans le cadre de la convention de financement du PARJ2 qui a comme objectif de renforcer l'état de droit et de promouvoir la démocratie en RDC dans 4 provinces.
Clôture de la 5e conférence des auditeurs congolais, elle est intervenue le samedi 24 septembre. Cet atelier de 3 jours a permis aux participants d'échanger sur l'apport de l'audit interne à la transparence et au développement des organisations en RDC. Les rideaux de la 5e conférence des auditeurs congolais et des professionnels associés sont tombés. Francky Ndala, l'un des membres de la comité de l'Institut des auditeurs congolais, brosse ici les rapports de synthèse de ces assises. L'éthique de l'auditeur interne et son impact sur la transparence des organisations. L'apport de l'audit interne dans les projets de développement des 145 territoires. L'audit dans un environnement automatisé. Risques émergents et diligence d'audit. Suivi de la mise en œuvre des recommandations de l'audit interne. L'audit interne, acteur et garant de la transparence au sein d'une organisation. Nous avons eu l'honneur d'entendre les éminents professeurs d'université, les hauts cadres et fonctionnaires de l'État, ainsi que les professionnels des métiers d'audit et professions associées. Les présidents de l'Institut des auditeurs congolais, Jean-Claude Nzaou, recommande aux auditeurs de mettre en pratique ce qu'ils ont appris pendant ces 3 jours. Je recommande aux participants de pratiquer ce qu'ils ont appris. Ils sont des auditeurs, ils savent ce qu'il faut faire. Mettez en pratique ce que vous avez appris. Si vous avez des écueils dans vos organisations, il faut le faire savoir. À ce moment-là, on verra comment on pourra vous aider. Mais c'est très important de pratiquer. Pour Léa Niamena, participante à ces forums, ces assises ont répondu à ses attentes. Je me suis vraiment imprégnée à 100%. Les orateurs qui ont intervenu, ils ont été vraiment très clairs et précis. La 5e conférence des auditeurs congolais, organisée par l'Institut des auditeurs internes du Congo, a été sanctionnée par la remise de brevets aux participants à ces assises par les présidents de l'Institut des auditeurs congolais. Soutenance des thèses, il y en a eu une le samedi 24 septembre à l'université de Kinshasa. Le récipiendaire Roger Mombaya s'était penché sur la problématique de l'indépendance des autorités administratives dans la gestion publique. Pour lui, la CENI est une institution indépendante, même si parfois elle bute contre la politique. Clémence Feza signe ses reportages. Tout a commencé par un bref exposé face aux 5 membres du jury, composé du président du jury, professeur Toumba Masuka, du promoteur, professeur Vundwawe, du secrétaire du jury, professeur Kalouba Dibois, de membres effectifs, prof Loumé Moké et prof Mboko Djadjidjema. Un nouveau remède vient de faire son entrée dans la faculté des droits à l'UNIKIN, la soutenance d'un travail de 3e cycle avec comme thème autorité administrative indépendante, nouvelle modalité de gestion publique en droit positif congolais. Par un jeu de questions-réponses, les récipiendaires Roger Mombaya expliquent les fonctionnements de l'autorité administrative indépendante en ces termes. L'organisation des élections pour les cas de la CENI. Si on peut confier cette gestion-là avec l'appui, tout ce que la CENI peut avoir comme le moyen garantir son indépendance, il y a aussi des problèmes au niveau même de l'indépendance de la CENI. La vie pratique nous montre autre chose que ce que nous sommes en train de coucher sur le papier, parce que c'est très souvent c'est ce pouvoir-là qui met la pression sur l'organe effectivement indépendant, mais qui reçoit des pressions, et des pressions qui limitent son indépendance à agir dans tel ou tel sens. C'est par une note de satisfaction que les récipiendaires a reçu son grade académique dans la faculté de droit à l'université de Kinshasa. En Ituri, notez que bientôt son chef-lieu, la ville de Bunia, sera doté d'un laboratoire moderne financé par la Banque mondiale à hauteur de 6 millions de dollars américains pour acquisition d'équipements. Le manager de ces projets au ministère de la Santé publique en provenance de Kinshasa a rédigé un rapport au gouverneur militaire de l'Ituri sur les niveaux d'avancement des travaux. Un reportage de la presse locale.
Les travaux de la réhabilitation du laboratoire de Bunia évoluent à pas de géant. Ces travaux sont financés par la Banque mondiale à environ 6 millions de dollars américains. Ce laboratoire moderne sera équipé pour ainsi répondre aux normes internationales, a dit Dr Makuma Booto, manager de ces projets au ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention, au ministère de la Santé, au sortir de l'audience avec le gouverneur militaire de l'Ituri. Nous sommes venus pour suivre les travaux des réhabilitations du laboratoire médical de l'Ituri, basé à Bunia. Et donc, avec le financement du projet REDIC, nous allons retaper complètement ce laboratoire, le rendre moderne à la dimension de l'INRB à Kinshasa. On va aussi équiper ce laboratoire avec des matériels modernes pour pouvoir poser rapidement le diagnostic des différentes épidémies, ainsi que d'autres examens qu'on ne peut pas faire ici en Ituri, dans les hôpitaux en Ituri. Ce sera fait à travers ce laboratoire. Dans la foulée, ce délégué de la santé publique a remercié l'administration militaire pour son accompagnement dans plusieurs projets de développement après la stabilisation de la situation sécuritaire dans des grandes agglomérations. Un dernier mot, c'est remercier son Excellence pour sa participation active à la mise en œuvre de différents projets ici en Ituri, et cela pour l'intérêt des Ituriens et le développement de l'Ituri. Rappelons, c'est sous l'administration militaire, pilotée par le lieutenant général Luboyanka Choma Johnny, que plusieurs infrastructures sanitaires modernes sont construites, à l'instar du centre hospitalier Elikia, du centre hospitalier Karibouni et la clinique VIP, dont l'objectif est d'administrer les soins de qualité à la population du Ituri, combat acharné du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. La culture dans ce journal, c'est avec cette visite que l'ASBEL, jeune Congolais engagé pour le changement, JPED, ont réalisé à l'Institut des musées nationaux de la RDC le samedi 24 septembre. Ils avaient à leur tête leur coordonnateur Christ Mbidika, et cette visite entre dans le cadre du plan d'action 2022 de leur structure. Plus de détails dans ces reportages. Samedi 24 septembre 2022, le Musée national de la République démocratique du Congo à Kinshasa a reçu la visite de jeunes de l'ASBEL, jeunes engagés pour le développement, JPED en sigle. Conduite par Chris Mbidika, coordonnateur de la structure, la délégation de ce jeune est allée s'approprier de la culture congolaise, gage de la vulgarisation et de la pérennisation de l'âme congolaise. Dans chaque coin du musée où sont exposées différentes œuvres d'art et divers documents historiques, les visiteurs ont bénéficié des explications détaillées sur le contexte et le message derrière chaque objet devant leurs yeux. Durant une heure de visite guidée, ces jeunes ont acquis une riche connaissance sur l'histoire du pays à travers les œuvres d'art, et ce, à en croire Chris Mbidika, coordonnateur du JPED. Il était question de réunir les jeunes en général, particulièrement les jeunes engagés pour le développement, que j'appelle avec amour le JPED, sur la question de la culture et de l'appropriation de la culture congolaise. Alors l'activité d'aujourd'hui s'inscrit dans le cadre de notre plan d'action 2022, dans son volet sensibilisation de jeunes, et qui vise plus spécifiquement de rendre les jeunes autonomes par leur façon de penser. L'idée étant de s'associer avec d'autres associations ou clubs de réflexion, think tank, notamment les ateliers de la République, pour que ces messages puissent atteindre tous les jeunes de la République démocratique du Congo. Rappelons que l'ASBEL JPED vise également à éveiller les connaissances de jeunes sur l'importance que revêt la culture dans le processus de développement de la RDC. Notez enfin que c'est en famille unie que les membres du JPED se sont retrouvés à la fin pour partager un repas en toute convivialité.
Impossible de ne pas faire attention à eux dans la mesure où ils sont de plus en plus visibles à la lisière des routes principales de la capitale congolaise, exposant leurs marchandises aux usagers de la route. Ils, ce sont les fleuristes dont certains ont échangé avec une équipe de BCTV ce lundi 26 septembre sur l'avenue Oyua, au quartier GB, dans la commune d'Engaliema. Ils ont parlé de leur quotidien au micro de la stagiaire Chifra Lubembele et Générose Essengo. Il n'y a pas de sots métiers, il n'y a que des sottes gens. Cet adage est vrai pour les fleuristes éparpillés à travers la ville de Kinshasa. Au lieu de verser dans la criminalité, ils préfèrent vivre de leur métier qu'ils rencontrent joie et peine. C'est lundi 26 septembre, une équipe de BCTV a rendu visite aux fleuristes qui exposent leurs marchandises sur l'avenue Oya au quartier GB dans la commune d'Engaliema. Ils ont parlé de leur activité, de leurs sujets, de joie et des difficultés qu'ils rencontrent. Tout débrouiller pour tout survivre quand même. Bon, ça là, bon, en tout cas, batika, parce que ils ont vraiment vité. Donc, malé maubuna, ça me pas pambola, parce que tout le monde a bella ba jeune. Na quartier ba komi ba kuluna kwa nini kulura ya bafanda panana biki bien sûr musali ezate mais quand même faut pas se débrouiller se retrouver na biso po na monde fleur bato to kutana na bango na monde musuba musuba kutana na bango te po fleur faut essayer faut na fleur faut na mbongo po fleur c'est loko babola te yo moto se retrouver na biso to teka na biso pe na journée mais agate teka mara chaque jour te mais so teki faut se retrouver. Espérons que les autorités et les hommes de bonne volonté vont voler à la rescousse de cette fraction des Quinois qui préfèrent vivre de la sueur de leur front au lieu de se livrer à la criminalité. Du sport avec le judo congolais qu'il faut redynamiser et sortir du profond bicéphalisme qui le caractérisait. Autant d'objectifs que s'est assigné le coordonnateur de la Fédération nationale congolaise de judo, Nico Lianza. Celui-ci prépare sur plusieurs aspects la prochaine sélection nationale. Voilà pourquoi il a débuté avec le basique, c'est-à-dire les nouveaux règles et règlements avant la tournée nationale en vue de former l'ossature des judo national. Suivez-le au micro d'Idriss Kalombo. C'est justement parce que nous commençons notre tournoi de sélection des léopards judo. Alors on ne pouvait pas commencer une compétition avec les anciennes réglementations. Il y a eu sur le plan international la mise à jour du règlement et des normes en matière d'arbitrage. Nous avons voulu être à la page pour que pendant ces compétitions que nous puissions appliquer les nouvelles règles, mais surtout veiller à ce que ces règles soient effectivement respectées par les acteurs même qui sont les arbitres. En début octobre, nous allons avoir une formation de l'UAJ, toujours en matière d'arbitrage. Et en milieu d'octobre, c'est M. Huet qui viendra dans le cadre de la francophonie. Et en début novembre, ça sera la Fédération française de judo avec qui nous sommes en partenariat. Nous sommes condamnés à réussir. Le sport, c'est aussi avec le football national. Notez, c'est le 8 octobre que sera lancé enfin le championnat de la Ligue 1. L'attente aura été longue pour les supporters, sociétaires et athlètes. Une attente justifiée par tous ces nombreux préalables qui devaient être rencontrés, comme cette problématique des déplacements des clubs à travers différentes provinces. Idriss Kalombo nous brosse la situation avant les débuts effectifs du championnat d'élite de la RDC. Un mois et plus de 25 jours d'attente pour les athlètes et amoureux de la Ligue nationale de football depuis le lancement de la saison sportive le 1er août dernier. C'est ce 8 octobre que la Ligue 1 reprendra ses droits, mais plusieurs questions restent pendantes, notamment le souci des déplacements d'une province à l'autre par un transporteur conséquent, la diffusion intégrale du championnat, ainsi qu'un travail de promotion de l'élite du football congolais en vue de la création et de l'établissement d'une économie du sport, source de développement. Des questionnements qui trouveront certainement de réponses positives ou négatives tout au long de cette saison 2022-2023.
Une saison lancée, mais l'éternelle question sur le respect effectif du calendrier à publier reste la plus grande épine au pied de la Ligue nationale de football. Une ligue qui voit la cote de son championnat au niveau africain régresser, entre autres à cause d'une organisation qui tâtonne. Début de la Ligue 1 dans moins de 14 jours et la Ligue 2 est prévue pour le 22 octobre prochain. Cette livraison d'informations tend vers sa fin, rappel des principaux titres pour ceux qui nous ont suivis après les débuts du journal. La ville morte organisée par la société civile à Goma pour obtenir la levée de l'état de siège s'est transformée ce lundi 26 septembre en une situation de tension dans de nombreux coins de cette ville volcanique du Nord Kivu. La présidente du Forum des femmes pour la bonne gouvernance et le développement, FFBGD, Rita Chitoko Pembe, recommande à l'Assemblée nationale de traiter sans délai la question de la recrudescence du phénomène Kuluna pour éviter les pires. Elle l'a dit ce lundi 26 septembre. Et voilà, c'est la fin de ce journal télévisé. Le prochain rendez-vous, c'est déjà demain. D'ici là, portez-vous bien. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.